Ténèbres, Anton Tchekhov. Un jeune gars, aux sourcils et aux cils blancs, à forte pommette, en veston de peau de mouton déchiré et hautes bottes de feutre noir, ayant longuement attendu que le docteur du Zemstvo revint chez lui après avoir terminé sa consultation à l'hôpital, l'aborda en hésitant. « Je viens faire appel à votre bonté, dit-il. Que te vaut-il » Le garçon passa de bas en haut sur le bout de son nez la paume de sa main, regarda le ciel, puis répondit. Je viens faire appel à votre bonté. Il y a ici, votre noblesse, dans la salle des prisonniers, mon frère Vaska, maréchal ferrant à Varvarino. Oui, et alors? Je suis par conséquent le frère de Vaska. On est deux chez mon père, lui, Vaska, et moi, Kirill. En plus, il y a 3 sœurs, et Vaska est marié. Il a un petit gars, beaucoup de bouches, et personne pour travailler. 2 ans déjà, à bien compter qu'à la forge on n'a pas allumé de feu. Moi, je vais à la fabrique d'indienne, je ne sais pas ferrer. Et mon père, quel ouvrier peut-il faire? Ce n'est pas seulement qu'il ne puisse pas travailler, il ne peut même pas manger, il porte la cuillère à côté de sa bouche. Alors, que veux-tu donc de moi? Aie cette bonté, laisse partir Vaska. Le docteur, étonné, regarda Kirill et, sans répondre, continua son chemin. Le garçon le rattrapa et se jeta tout à coup à ses pieds. Docteur, bon monsieur, supplia-t-il, clignant des yeux et se passant la paume de la main sur le nez. Fais paraître la bonté de Dieu, laisse Vaska revenir à la maison. Fais que nous prions éternellement Dieu pour toi, votre noblesse, laisse-le partir. Chez nous, tous crèvent la faim, la mère pleure tout le long du jour, la femme de Vaska pleure, c'est comme la mort, on n'a plus envie de regarder la lumière. Aie cette bonté, laisse-le partir, bon monsieur. Mais es-tu bête ou fou? Demanda le docteur en le regardant sévèrement. Comment puis-je le laisser partir? C'est un condamné. Kirill se mit à pleurer. Laisse-le partir. Fou! Quel original tu fais! Est-ce que j'en ai le droit? Suis-je un geôlier? Voyons, on me l'amène à soigner à l'hôpital, et je le soigne. Mais le laisser partir, je n'en ai pas plus le droit que de te mettre toi en prison, tête de sot. Mais on l'a arrêté pour rien. Jusqu'au jugement, si tu comptes, il est resté 1 an à la force. Et maintenant, on se demande pourquoi il y est. Passe encore s'il avait tué quelqu'un, supposons, ou volé des chevaux. Mais comme ça pour rien de but en blanc. Bon, mais qu'est-ce que je puis y faire? Ils ont arrêté un moudjik sans savoir eux-mêmes pourquoi. Il était saoul, votre noblesse, et ne comprenait rien. Il a même flanqué un coup au père sur l'oreille, et s'est fendu la joue en tombant sur une branche étant saoul. 2 de nos gars voulant, entends-tu, du tabac turc, lui ont dit d'entrer avec eux la nuit dans la boutique de l'Arménien, pour en avoir. Ayant bu, il les a écoutés, l'imbécile. Ils ont cassé la serrure, tu comprends? Se sont introduits et se sont mis à faire les 100 coups. Ils ont mis tous en dessus-dessous, ont cassé les carreaux, répandu de la farine. Des gens sous, quoi. Et alors, tout de suite, le garde rural, ceci et cela, le juge d'instruction, et ceci et cela. Toute une année, ils sont restés à la force, et il y a eu une semaine mercredi, on les a tous les 3 jugés en ville. Derrière eux, il y avait un soldat baïonnette au fusil. Tout le monde prêtait serment. Vaska était le moins coupable de tous, mais les messieurs ont décidé qu'il était le meneur. Les 2 gars ont été remis à la force et Vaska envoyé aux compagnies de prisonniers pour 3 ans. Pourquoi ça? Jugeant comme Dieu lui-même. Mais encore une fois, je n'y suis pour rien. Va trouver les autorités. J'y ai déjà été. J'ai été au tribunal. Je voulais présenter une supplique. On ne l'a pas prise. J'ai été chez le commissaire du district, chez le juge d'instruction. Chacun me dit, ça ne me regarde pas. Qui est-ce donc que ça regarde? Et ici à l'hôpital, tu es le chef. Tu fais ce que tu veux, votre noblesse. Quel imbécile tu fais, soupira le docteur. Du moment que les jurés ont décidé. Personne n'y peut rien, ni le gouverneur, ni le ministre. Y a-t-il à parler du commissaire de district? Tu te démènes pour rien. Et qui l'a jugé? Messieurs les jurés. Quels messieurs est-ce? Il y avait avec eux nos moudjiks. Andrei Gouriev y était, et Alioshka Rourk. Allons, je prends froid à causer avec toi. Le docteur fit un geste de lassitude et se dirigea vivement vers sa porte. Kirill voulut le suivre, mais voyant combien la porte avait claqué fort, il s'arrêta. Il resta une dizaine de minutes debout, immobile au milieu de la cour de l'hôpital, regardant sans remettre son bonnet le logement du docteur. Il fit ensuite un profond soupir, se gratta lentement la nuque et se dirigea vers la porte de sortie.
Chez qui aller? Marmonnait-il en suivant le chemin. L'un dit « ça ne me regarde pas », l'autre « ça ne me regarde pas ». Qui est-ce donc que ça regarde? Ma foi, c'est vrai, tant qu'on n'aura pas graissé, ça ne marchera pas. Le docteur, quand je parle, regarde tout le temps mon poing pour voir si je ne vais pas lui donner un billet. Eh bien, mon vieux, j'irai jusqu'au gouverneur. Passant un pied devant l'autre, se retournant à toute minute sans besoin, le garçon se traînait paresseusement sur la route, réfléchissant apparemment où il irait. Il ne faisait pas froid, et la neige légère craquait sous les pieds. Devant le jeune homme, sur la colline, pas plus loin qu'à une demi-verste, s'étalait la petite ville de district où l'on avait récemment jugé son frère. À droite, on voyait la maison de force avec son toit rouge et des guérites à tous les coins. À gauche, le grand bois de la ville était couvert de givre, le calme absolu. Seul un moudjik, en cafetan de femme, coiffé d'une grande casquette, marchait devant lui, en toussant et en criant après une vache qu'il menait en ville. « Bonne santé, l'aïeul !» dit Kirill en rattrapant l'homme. « Bonne santé! Tu vas la vendre ?»« Non, comme ça, » répondit le vieux indolemment. « Tu es de la ville ?» Ils causèrent. Kirill raconta pourquoi il venait de l'hôpital et de quoi il avait parlé au docteur. « Ça, bien sûr, lui dit le vieux, comme ils étaient déjà entrés en ville. Le docteur ne connaît pas ces choses-là. Il a beau être un monsieur, il a été instruit pour guérir avec différents remèdes. Mais, pour te donner un bon conseil, ou disons-le, écrire un procès-verbal, il ne le peut pas. Pour cela, il y a une autorité exprès. Tu as été chez le juge de paix et chez le commissaire. Ceux-là aussi ne peuvent rien dans ton affaire. Où donc aller ? Pour vos affaires de paysans, le principal qui en est chargé, c'est le membre permanent. Va chez lui, c'est monsieur Sinéokov. Celui qui habite à Zolotovo? Oui, à Zolotovo. C'est lui qui, pour vous, décide tout. Si c'est pour quelque chose qui regarde vos affaires, le chef de police lui-même n'a aucun vrai droit sur lui. Ça fait du chemin, frère, pour y aller. 15 verstes, je parie, et même plus. Qui en a besoin en fait même 100. Ça, c'est vrai. Lui présenter une supplique alors. Là-bas, on te le dira. Si c'est une supplique, le greffier te l'écrira vivement. Le membre permanent a un greffier. Ayant quitté le vieux, Kirill resta quelques instants au milieu de la place, réfléchissant, puis il est sorti de la ville. Il avait décidé d'aller à Zolotovo. 4 ou 5 jours après, le docteur, rentrant de sa consultation, revit Kirill dans la cour. Le garçon, cette fois, n'était pas seul. Il y avait avec lui un vieillard maigre, très pâle, qui ne cessait de balancer la tête comme un pendule et de remuer les lèvres. « Votre noblesse, commença Kirill, je viens encore faire appel à ta bonté. Me voici avec mon père. Laisse partir Vaska. Le membre permanent n'a pas voulu me laisser parler. Il m'a dit « Fiche-moi le camp !» Votre haute noblesse, souffla le vieillard en relevant ses sourcils tremblants. Soyez miséricordieux. Nous sommes pauvres. Nous ne pouvons reconnaître votre honneur, mais votre grâce. Kiriouchka ou Vaska pourront payer en travail. Qu'ils le fassent. Nous payerons en travail, dit Kirill, levant la main comme s'il voulait jurer. Laisse-le partir. Toutes nos gens meurent de faim. Ils pleurent, ils hurlent. Votre noblesse. Le fils regarda rapidement le père, le tira par la manche, et tous deux, comme au commandement, se jetèrent aux pieds du docteur. Celui-ci fit un geste de découragement et d'ennui, et sans se retourner, alla rapidement vers sa porte.